Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir, ici Martial. Et l'histoire d'aujourd'hui commence il y a au moins 50 000 ans, quand des humains ont atteint un nouveau monde, le mystérieux continent de Saül. Saül était une contrée lointaine et isolée. On ne pouvait s'y rendre que par bateau, et ces terres étaient peuplées d'animaux assez étranges. Des très gros échidnés, des tortues géantes, des varans de 6 mètres de long et des oiseaux géants qui ne volaient pas mais qui mesuraient 3 mètres de haut pour 600 kg. Là en bas, il y avait également des marsupiaux, ces mammifères où les petits naissent avant d'être vraiment terminés et finissent leur développement dans la poche de leur mère, comme chez les kangourous notamment. Mais à l'époque, il y avait aussi beaucoup de grands marsupiaux, genre des kangourous géants, de féroces lions marsupiaux et d'autres espèces surprenantes comme le diprotodon, un cousin des wombats, mais qui faisait la taille d'un hippopotame. Personne n'avait jamais vu de tels animaux. Mais ces animaux n'avaient aussi jamais vu de personne, et n'étaient donc pas très farouches. Contrairement aux grands animaux d'Afrique, qui eurent droit à quelques millions d'années pour acquérir une peur instinctive des singes qui marchent sur 2 pieds, la faune de Saül ne s'effrayait pas en voyant l'humain arriver, et cela rendait ces animaux très faciles à tuer. Quelques millénaires de chasse facile et de culture par le feu plus tard, tous les coins habitables de Saül étaient occupés par Homo sapiens, et les géants avaient disparu. Bien plus tard, lorsque la dernière période glaciaire prit fin, la fonte des glaces provoqua une remontée du niveau des mers. Une partie de Saül fut engloutie sous les eaux, et les terres qui sont restées émergées forment à présent la Nouvelle-Guinée, la Tasmanie et l'Australie. Australie. Parmi les bêtes qui étaient alors encore là, il y avait le thylacine, un carnivore au pelage tigré, plutôt nocturne et plutôt solitaire, et qui ressemblait pas mal à un loup. D'ailleurs, on l'appelait parfois loup de Tasmanie. Mais dans le monde vivant, les apparences sont souvent trompeuses, et le thylacine est en fait un marsupial, qui n'a rien à voir avec les canidés. C'est juste un autre cas d'évolution convergente. Je propose d'appeler ça la thylacinisation. Tiens, le premier vrai coup dur pour les thylacines, c'est l'arrivée des dingos, qui ont probablement été introduits en Australie par les navigateurs austronésiens qui passaient par là il y a environ 4000 ans. Le dingo est une sous-espèce de chien qui est retourné à l'état sauvage, et la compétition entre thylacines, dingos et humains va mener à la disparition des thylacines du continent australien. Quand les Européens débarquent au XVIIIe siècle, les thylacines ne subsistent plus qu'en Tasmanie, et même sur cette île isolée, ils se font déjà rares. Alors, les explorateurs européens s'émerveillent quand même en découvrant les koalas, les ornithorynques et les autres rescapés du bestiaire exotique de Saül, mais malgré les jolis dessins réalisés par les naturalistes, les espèces locales prennent de nouveaux chairs. En passant, l'arrivée de ces colonisateurs, avec leurs fusils, leurs pestes et leurs métaux, fut aussi synonyme de gros problèmes pour les premiers habitants du continent, celles et ceux qu'on appelle maintenant les aborigènes d'Australie. Mais ça, c'est une histoire qui mérite bien plus qu'une parenthèse ou une digression, alors gardons-la pour une autre fois. Les Européens qui s'installent alors en Tasmanie sont des agriculteurs, qui apportent avec eux du bétail. Et comme on l'a dit, le thylacine a beaucoup de points communs avec le loup, ce qui signifie aussi avoir les mêmes problèmes qu'un loup. Admettez que des histoires avec des loups et des bergers qui cohabitent en harmonie, on n'en entend pas souvent. Évidemment, l'animal se taille une réputation de voleur de volailles, les photos de spécimens empaillés bien mis en scène n'aident définitivement pas, et des systèmes de primes sont même instaurés pour encourager l'élimination de ce nuisible. Pour chaque thylacine abattu, le gouvernement de Tasmanie vous payait 1 livre, ou 10 shillings si c'est un jeune. En plus, l'animal est aussi touché par une maladie virale contagieuse et par la réduction de son habitat. En 1930, le fermier Wilf Beatty tue un thylacine qui rôdait autour de sa maison, et puis plus rien. Quelques années plus tard, on commence à se rendre compte qu'on n'en voit plus dans la nature. L'espèce est donc déclarée protégée, mais c'est trop tard. Seulement 2 mois plus tard, le 6 septembre 1936, le dernier individu connu, Benjamin, meurt à la suite de négligence aux eaux de Hobart. Alors là, on pourrait pinailler sur certains points, comme le surnom Benjamin, qui n'était peut-être pas le vrai nom de l'animal, ou évoquer le débat qu'il y a eu pour savoir si c'était un mâle ou une femelle.
Mais tout ça, c'est des détails dont on discute surtout pour moins penser à la tristesse infinie de cette vision. Ceci n'est pas qu'un animal stressé dans une cage en métal trop petite, c'est aussi le dernier de son espèce. Mais est-ce qu'on peut en être certain? Je sais pas, peut-être qu'il y avait encore quelques thylacines en vie dans la nature à ce moment-là, loin des yeux et des fusils des hommes. Ça paraît pas si absurde de se demander ça. Et effectivement, un autre thylacine aurait été abattu en 1938, puis un autre aurait été vu en 1957, puis un autre en 1961, un autre en 1982, un autre en 85, un en 95, en 97, en 2005, en 2018. Bref, vous avez compris, on a des centaines de témoignages non confirmés et les spéculations ne manquent pas. D'ailleurs, la dernière histoire de thylacine qui a fait du bruit date de mars 2021, le mois durant lequel je fais cette vidéo. Neil Waters, le président du groupe de sensibilisation aux thylacines d'Australie, n'a pas juste annoncé avoir photographié un thylacine, il dit en avoir photographié 3, une petite famille avec un juvénile. Mais les images qu'il a publiées sont... Non, sérieusement, c'est vraiment pas très concluant. Selon le biologiste Nick Mooney, les animaux sur ces photos sont sans doute des padémélons, des cousins des kangourous en plus petits et en plus mignons. Et il a probablement raison. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez voir par vous-même, mais n'y allez sans aucune hype ou vous risquez d'être déçu. Après, moi je ne suis pas là pour discréditer toutes les observations ou dire que c'est totalement impossible. Au contraire, une étude menée par des écologues et publiée en 2017 estime la disparition de l'animal plutôt aux alentours de 1940, ou peut-être un peu plus tard, vers les années 50, dans le scénario le plus optimiste. Mais cette même étude donne aussi aux thylacines seulement une chance sur 1,6 billion d'exister encore aujourd'hui. Bref, quelle que soit la date précise de l'extinction de l'espèce, la majorité des experts s'accordent à dire que le thylacine a maintenant disparu, et il faudrait des preuves absolument indiscutables pour changer ce consensus. C'est pour cela que de nos jours, la recherche de thylacines survivants est souvent considérée comme relevant de la cryptozoologie. Vous savez, cette sous-culture de gens qui cherchent à trouver des animaux cachés, généralement en ignorant plusieurs principes de base de la science. Dit autrement, en termes de street cred scientifique, ceux qui persistent à chercher des thylacines vivants en 2021 sont à peine un cran au-dessus des chasseurs de Bigfoot. Alors bien sûr, les enthousiastes du thylacine vous diront que cette comparaison n'est pas du tout fair-play, parce qu'on sait que les thylacines ont vraiment existé, alors que Bigfoot, on sait maintenant que ce n'est très vraisemblablement qu'un mélange de mythes, de mecs en costume de singe et d'ours dressés sur leurs pattes arrière vus de très loin. Ok d'accord. Et c'est aussi vrai qu'on a des exemples d'espèces animales qu'on pensait éteintes, mais qui en fait ne le sont pas. Mais je crois que la comparaison avec les chasseurs de Bigfoot reste bonne, juste pour donner une idée de l'ambiance. Je veux dire, c'est toujours des mecs qui vont dans la forêt en mode « Wow, je crois que j'ai vu quelque chose bouger dans les buissons !» Et les meilleures preuves qui sont fournies pour défendre l'existence de l'animal introuvable sont les photos les plus floues du monde, sur lesquelles on ne voit que des silhouettes ambiguës qui ressemblent tout autant à d'autres animaux connus. Une affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus qu'ordinaires, et soyons francs, nous n'avons pas de preuves convaincantes pour soutenir que des thylacines existent encore quelque part dans la nature. Mais les optimistes continuent d'espérer et de chercher, et je dois bien avouer que l'enthousiasme de ces passionnés est communicatif. Honnêtement, moi aussi j'ai envie d'y croire. Moi aussi j'ai envie de dire, qui sait, il y a dans cette quête folle juste ce qu'il faut de fascination pour les animaux sauvages, une petite touche de mystère et de frisson face à l'inconnu, et aussi, admettons-le, l'espoir rédempteur que les dégâts environnementaux causés par nos prédécesseurs sont peut-être un tout petit peu moins graves que ce que l'on pensait. Le thylacine est une espèce éteinte, mais comme beaucoup de monde, j'aimerais vraiment avoir tort en disant cela. Merci à toutes et à tous. Hey, vous êtes encore là? Mais c'est trop bien! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Cet épisode n'est pas sponsorisé, donc si vous appréciez ce type de contenu,
Je vous encourage à envisager de jeter une piécette dans le chapeau, que ça soit sur Utip ou Tipeee. Encore un grand merci à celles et ceux qui font déjà tout ça, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!